Dans un film, tout ce que l'on voit à l'image est faux. Que ce soit les comédiens, les costumes, ou même les décors. Sauf que pour faire un bon film, faut s'accrocher. Faut donner tout ce qu'on a dans le ventre. Y a pas d'autre façon de faire. Et si en plus de ça la chance te sourit, alors peut-être que tu peux accoucher d'un chef-d'œuvre. Bon, déjà, bienvenue sur Epix. Sur cette chaîne, on va se faire kiffer et on va vous parler de films. Et pour démarrer, on s'attaque à un gros morceau. Casino, c'est pas le film le plus connu ni le plus cité quand tu parles du cinéma de Martin Scorsese. Pourtant, avec sa mise en scène tape à l'œil, son montage ultra rythmé et ses comédiens mythiques, c'est peut-être le film le plus abouti du réalisateur. De plus, derrière le film se cache une histoire vraie. L'histoire d'une ville créée par la corruption qui a été le terrain de jeu d'hommes sans foi ni loi. L'histoire de gangsters ultra violents implantés à la tête de l'une des affaires les plus rentables de tous les temps. Une histoire qui nous questionne sur les dérives de nos sociétés et qui nous met en garde vis-à-vis du rêve américain. À travers cette œuvre qui s'inscrit parfaitement dans le courant des films de gangsters, on vous propose d'analyser comment un maître du genre a mis à profit ses talents afin de nous plonger dans la vie de ces criminels. Allez, aujourd'hui on vous parle de Casino. Il y a un mec qui a dit un jour, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Mais pour Casino, Scorsese, je pense qu'il avait un peu plus que ça. Parce que si l'idée c'est de faire un petit film entre potes, bon, je dis pas une caméra, ça peut suffire. Mais si ton plan c'est de ramener des millions de spectateurs en salle et d'offrir du grand spectacle, là, t'as plutôt intérêt à débarquer avec du lourd. Et donc ça fait des décennies que les réalisateurs redoublent d'inventivité pour repousser les limites de la narration visuelle. Mais il y a une question qui se pose. C'est quoi un bon réalisateur? Bon, vous vous doutez bien que si j'avais la réponse, je serais pas là en train de faire des vidéos sur YouTube. Mais on va quand même tenter d'étudier des films qui nous semblent cultes afin de comprendre comment les metteurs en scène pensent leur narration. Et pour commencer, on voulait vous parler d'un réalisateur qui nous fait kiffer, Martin Scorsese. L'un des metteurs en scène les plus prolifiques du nouvel Hollywood. Ce mec nous a pondu des masterclass comme Raging Bull, La Valse des Pantins ou plus récemment Le Loup de Wall Street. Et ce qui est sûr, c'est que tu ne fais pas une carrière aussi longue à Hollywood si t'as pas un minimum de talent. Donc pour tenter de percer les secrets de fabrication des longs métrages de Martin Scorsese, on s'est penché sur un film, Casino. Car même si le film n'est pas le plus grand succès commercial du réalisateur, Casino est pourtant l'aboutissement du savoir-faire que Scorsese a développé pendant des années. Mais avant d'analyser le film, on va juste se remettre dans le contexte de l'époque. On est au début des années 90 à Hollywood et la concurrence est rude. En plus, à ce moment-là, Scorsese sort d'un échec commercial avec Le Temps de l'innocence. Le problème, c'est qu'à ce niveau-là, t'as beau t'appeler Martin Scorsese, si tu ne fais pas d'entrée et que tu vas voir tes producteurs pour financer ton nouveau film, leur réponse sera unanime. Scorsese n'a pas le choix, il doit se remettre en selle très rapidement. Et afin de minimiser les risques, il va de nouveau s'attaquer à une thématique qui lui est chère, les films de gangsters. Car lui-même étant fils d'immigrés italiens, et ayant grandi au quartier de Little Italy à New York, il a souvent été amené à côtoyer ceux qu'il décrivait comme, je cite, des voyous aux allures de seigneurs. Cependant, ce thème, Scorsese l'a déjà exploré et même sublimé en 1990 lorsqu'il a sorti Les Affranchis. Hey mom, what do you think? You look like a gangster. Le film est un énorme carton et gagne sa place au panthéon des plus grands films de gangsters de tous les temps. Donc, après avoir sorti un tel film culte, si tu veux revenir de façon pertinente, t'as plutôt intérêt à avoir une histoire qui en vaille la peine. Du coup, Scorsese se pose une question. Est-ce qu'il a encore des choses à raconter sur le sujet ? Pour ôter ses doutes, il prend son téléphone et appelle son ancien collaborateur, Nicolas Pileggi. Ce mec, c'est le journaliste qui avait déterré l'histoire d'Henry Hill pour co-signer le scénario des Affranchis. Et une chose est sûre, c'est que depuis, le gars n'a pas chômé. Pileggi raconte à Scorsese qu'il est en pleine enquête pour son nouveau roman, Casino, Love and Honor in Las Vegas. Et là, en écoutant l'enquête de Pileggi, Scorsese se dit qu'il en a peut-être pas encore fini avec la mafia. There was no sense in doing another gangster picture in the sense that I felt Goodfellas was very, very precise about the way of life. This story deals with a higher level. And Pileggi told me that this was a much higher level. Les amis, bienvenue dans les années 70 à Las Vegas. À cette époque, toute la ville est contrôlée par une organisation qu'on ne présente plus, la Cosa Nostra. If you didn't live in Las Vegas, I will say this to you. Organized crime did exist
during my tenure in Las Vegas, and I knew every single member. Ce type, c'est Frank Rosenthal, l'un des représentants les plus importants de la mafia à Vegas. Et pour cause, il dirige pas moins de 4 casinos. Le Fremont, le Golden Nuggets, l'Hacienda et le Stardust. Donc on peut aisément supposer qu'il devait voir passer pas mal de billets vers le cochon. The sense of Vegas and what it represents chance, luck, everything wide open, place for, at that time, the old Vegas in a way, a place for gangsters, hustlers. Mais Frank n'agissait pas seul. Afin de veiller sur sa sécurité, les hautes sphères siciliennes lui ont envoyé un ami d'enfance, Tony Spilotro, un gangster sanguinaire réputé pour ses actes de torture et ses multiples assassinats. He was bad and he would just do anything to anybody and had no conscience. He had an uncontrollable temper. He was associated very tightly and closely with Norman Rosenthal, aka Frank Larry or Lefty. Pendant près d'une décennie, les deux hommes vont régner d'une main de fer sur la ville, traumatisant les forces de l'ordre et les habitants. Cette ville avait une sacrée réputation. Là-bas, au premier retard de paiement, c'était la batte de baseball. Et au deuxième, une balle de revolver. Tout le pays le savait. Mais c'est lorsque Tony eut la brillante idée de se taper Jerry McGee, la femme de son pote Frank, qui est au passage une prostituée connue et reconnue dans la ville, que la tension va monter d'un cran. Ne me menace pas! Lassés par leurs conneries, les autorités vont profiter de leur embrouille afin de reprendre le contrôle sur la ville. Pendant ce temps-là, la mafia va tout mettre en œuvre afin de faire disparaître tout ce qui pourrait la relier de près ou de loin à cette histoire, incluant Tony Spilotro et Frank Rosenthal. Mais bon, si t'as vu le film, tu sais que Frank Rosenthal a survécu grâce à une plaque en métal cachée sous son siège. Une histoire somme toute peu banale dont Scorsese voit immédiatement le potentiel. Lui et Pileggi lancent la production. C'est parti pour la première étape et non des moindres, écrire le scénar. Quand on écrit, la première chose à faire, c'est de définir la proposition dramatique et thématique. Pour la faire courte, la proposition dramatique, c'est ce qui se passe concrètement dans ton film. Dans notre cas, les péripéties de Frank à Vegas. Si le casino se pète la gueule, c'est moi qui trinque, c'est pas toi, c'est moi qui trinque. La proposition thématique, quant à elle, c'est un peu plus abstrait. En gros, c'est le message profond du film, ce que tu peux lire entre les lignes. Je viens de lire le petit asticot, c'est une sacrée bouse. Raconte pas mal ce que t'as mis entre les lignes. Pour Casino, la thématique pourrait se résumer à la cupidité mène irrémédiablement à la chute. Et Scorsese, qui en est à son 18e long métrage, c'est quelque chose qu'il va identifier plutôt rapidement, dès le premier document de travail que Pileggi lui donne. He brought me the idea 2.5 years ago. And what he brought me really was a newspaper article about a husband and wife domestic squabble on a lawn. Yeah. And from that article, the whole story unravels. The relationship between the husband and wife and the difficulty in their relationship and the domestic fighting and that sort of thing brought down not only themselves but an entire empire. Donc ce qui fascine Scorsese, c'est la triste réalité qui se cache derrière l'apparente réussite des personnages. Et pour raconter leur histoire, Scorsese et Pileggi vont structurer leur récit exactement comme ils l'ont fait pour Les Affranchis 5 ans plus tôt, avec 3 actes bien distincts. Premier acte, la présentation. Partie dans laquelle on va installer les personnages et leur univers. Cet acte va permettre de les glorifier afin de mieux les faire tomber par la suite. Par exemple, c'est dans cet acte qu'on découvre que Frank, rebaptisé Sam Ace Rothstein, est un tyran tout-puissant, attentif aux moindres détails. Espèce d'attardé, ça fonde pas rond chez toi. Au second jackpot, tu t'es pas dit qu'il te baisait? Je crois non, que vous... minute, t'as pas réalisé qu'il te baisait en beauté au deuxième jackpot? On y découvre également la brutalité et la mégalomanie de Tony Spilotro, qu'on appellera dans le film Nicky Santoros. Où il est le gros malabar qui disait à mon pote de se le carrer dans le trou du cul, hein? Où il est? Et enfin, la beauté et la capacité de séduction à toute épreuve de Jerry, renommé Ginger McKenna. Je t'avais dit que j'avais la baracasse ce soir. Le tout en t'expliquant en long et en large le fonctionnement des casinos, presque comme si tu regardais un documentaire. Qu'est-ce que vous croyez qu'on vient foutre en plein milieu du désert? On est là pour le fric. Tout a été combiné pour que votre fric passe dans nos poches. Une fois le décor planté, on passe à l'acte 2. Maintenant que les personnages sont sur un piédestal, Scorsese va prendre le temps de nous montrer leur intimité. Celle qu'ils auraient aimé garder secrète. Pourquoi? Parce que derrière les strass et les paillettes, leur vie n'est vraiment pas ouf. Nicky passe son temps à dérouiller toute la ville. Ginger est une droguée notoire. Et enfin, Ace s'est marié à une femme qui ne l'aime pas. Je vais en faire quoi de cette femme? J'en sais rien. Elle va me foutre en l'air. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ces machins-là, c'est la famille, le boulot, c'est autre chose. Enfin bref, vous l'aurez compris, ils sont pétés de thunes, mais ils sont quand même malheureux. Et tous ces problèmes familiaux vont forcément finir par se manifester dans leur milieu professionnel. Ce que vous dites est calomnieux, mais n'êtes pas habilité à contester mes choix professionnels.
jusqu'à atteindre le point de non-retour qui amorcera l'acte 3. Dans notre cas, le point de non-retour est atteint lorsque Ginger, qui a développé de la haine pour Ace, décide de coucher avec Nikki. De cette situation va résulter un sacré bordel qui va encore fragiliser la position des mafieux face aux autorités. Frankie, le gringalet, tu crois pas qu'il baiserait avec la femme du juif parce que s'il fait ça, c'est pas bon. Et enfin, l'acte 3, la résolution de tous les arcs narratifs. Ginger fait une overdose, Nikki se fait buter, Ace survit mais est contraint de se barrer rapidos avant de vraiment y passer, et pendant ce temps-là, tout Vegas se fait démolir afin de faire place à une nouvelle ère. Après la chute du Tangiers, les grandes compagnies ont tout raflé. Maintenant, on dirait Disneyland. Et voilà, c'est comme ça que tu structures le scénar d'un film de presque 3 heures. Mais il est également important de noter que les deux auteurs utilisent et subliment une technique de narration surreprésentée dans le film, la voix off. La voix off, c'est très pratique lorsque tu veux condenser beaucoup d'informations en peu de séquences. Ça évite que tu te perdes dans des dialogues d'exposition creux et chiants façon nanar. Toi, je t'ai rien demandé, alors tu fermes ta gueule. Il y a des gens à Manhattan qui veulent profiter de la disparition d'Anne pour nous avoir. On pourra jamais résister si on est seul. On aura besoin de tous les guerriers du Bronx. Et seul l'ogre peut les rassembler. C'est nul! Alors par contre, attention, je parle pas d'une voix off façon documentaire, non. Pour sa voix off, Scorsese utilise le point de vue des personnages fictifs, qui te racontent eux-mêmes leur histoire avec leurs illusions et leurs biais cognitifs. Yeah, I like voiceover a lot. And Goodfellas has that. Really, it's like just a street kid telling a story on a street corner. Bon, maintenant, parlons du casting. Et pour ça, Scorsese ne va pas chercher bien loin. Pour jouer Nicky et Ace, il va tout simplement reprendre le même duo que dans Les Affranchis. À savoir, Robert De Niro dans le rôle de Ace. Certainement l'un des meilleurs acteurs de sa génération, qui va insuffler un charisme de malade à son personnage. Il y a du pour et du contre, et faudrait que je gère la boîte à ma manière. Pas de problème. Je veux que personne me dise quoi faire. Et pour Nicky, Joe Pesci, qui va nous faire du Joe Pesci. T'es prévenu, ne me tire plus jamais dans les pattes, connard! Espèce de fils de pute! À ceci près que dans Casino, il ressemble trait pour trait à Tony Spilotro. Il paraît même que la police du Nevada a flippé pendant le tournage, pensant que le vrai Tony Spilotro était de retour en ville. C'est des enfoirés du FBI, Francky, regarde ça, $100 au premier qui touche l'avion. Et enfin, pour compléter le trio, il fait appel pour la première fois à une actrice qui vient d'envoûter le monde dans Basic Instinct de Paul Verhoeven, Sharon Stone, qui va encore une fois briller de mille feux. Papa m'a donné tous ses bijoux parce qu'il m'aime beaucoup, beaucoup. Passe ton bras là-dedans. On peut dire que c'est un casting 5 étoiles qui va prendre l'avion direction le Rivera Hotel à Vegas. Mais arrivé sur les lieux de tournage, tout ne va pas se passer comme prévu. Le Casino a eu la brillante idée de capitaliser sur la venue des stars hollywoodiennes. Résultat, impossible de tourner de jour à cause des attroupements. Ce qui pousse l'équipe de tournage à bosser de nuit, principalement entre 1h et 4h du matin. Very complex film to make. It's about 100 days to shoot. And people just show up, and I think we start shooting around 11 o'clock at night, and it was murder. I mean, people all over the place. But around 1 in the morning, 2 in the morning, started to get quiet. It was great. And then around 6 in the morning, you'd see the older people coming in, and we had... Maintenant, il est temps de vous parler de la mise en scène. Parce que malgré des délais aussi courts, Scorsese va nous sortir une masterclass. And background action, action! La mise en scène au cinéma, c'est l'art d'organiser tout ce qui apparaît à l'écran. Cela passe par les mouvements de caméra, la lumière, les acteurs, les costumes, les accessoires, etc. Tout ça dans le but de raconter une histoire visuellement. Et nous allons voir point par point comment Scorsese a utilisé chacun de ces aspects pour mettre en image l'histoire de Ginger, Nicky et Ace. Ok, commençons par analyser la base, l'utilisation de la caméra. Casino, fidèle à la filmographie de son réalisateur, se caractérise par une caméra pratiquement tout le temps en mouvement. Et pour ce faire, c'est une galère. Parce que, comme on l'a dit, ils n'avaient pas beaucoup de temps sur le tournage, et pour faire des plans en mouvement, l'équipe est obligée de sortir l'artillerie lourde, la grosse machinerie du cinéma, pour permettre à la caméra de virevolter dans tous les sens et de ne plus avoir aucune limite. Mais tout ça, ce n'est pas fait juste pour être tape à l'œil, car Scorsese utilise chacun de ses mouvements pour nous raconter quelque chose. On peut prendre par exemple ce plan filmé à la grue, pour permettre à la caméra de se promener librement au milieu des tables de jeu, et ainsi nous faire ressentir l'atmosphère grisante qui régissait les casinos de l'époque. On peut citer également des plans filmés à l'aide d'un steadicam, pour donner à l'image un aspect fluide et immersif, et ainsi nous donner l'impression de marcher à côté des personnages. Mais le mouvement de caméra qui est le plus utilisé au sein du film, c'est le travelling.
C'est une méthode dont Scorsese se sert pour attirer l'attention du spectateur vers un élément important. Mais c'est surtout mis en place pour illustrer l'intention des personnages. Je vous donne un exemple. Quand il présente le casino, Scorsese veut nous montrer que Ace est un patron qui a l'œil partout et qui est en constante vigilance. Pour cela, grâce au travelling, la caméra accompagne constamment son regard. Ça permet alors de souligner la méfiance de Ace. Mais Scorsese a un autre kiff avec sa caméra. C'est le débulage. Alors pour vous expliquer, débuler un plan, ça consiste à pivoter la caméra sur son axe. Cet effet est très souvent utilisé dans les films pour créer un sentiment de malaise chez le spectateur. Ici, dans Casino, Scorsese se sert du débulage pour narrer visuellement la perte de contrôle des personnages. Je vais vous donner un exemple. Observez bien ce qui se passe dans cette scène. Qui aurait résisté à Ginger? C'était une des putes les mieux connues, les plus appréciées, les plus respectées de la ville. Les professionnels intelligentes comme elle pouvaient tenir un type éveillé pendant 2 ou 3 jours, avant de le renvoyer tondu à zéro vers Bobon et ses conseillers bancaires. Ok, je vous explique. Dès le début, le client se fait droguer par Ginger. Pour nous montrer ça, Scorsese débule sa caméra pour nous mettre mal à l'aise. Ça exprime, comme je le disais, la perte de contrôle. Mais plus la scène avance, et plus la caméra va venir se réaxer tout doucement sur Ginger. En un plan, on a compris que c'est elle qui contrôle la situation. Alors là, je viens de vous présenter des mouvements de caméra basiques. Maintenant, si tu veux élargir ta grammaire visuelle, tu peux combiner plusieurs mouvements en même temps. C'est un peu comme en cuisine, tu mélanges plusieurs ingrédients et ça te donne une nouvelle saveur. Et bah à ce niveau-là, Scorsese, c'est un putain de chef cuistot. Je vous montre. Entre mes innovations et l'ardeur qu'apportait Nicky à son travail, et pas tarder à être à la tête de la plus grande affaire du coin. Comme on l'a dit, un travelling, ça permet de se focaliser sur un sujet. Et un débulage, ça exprime la perte de contrôle. Et ben, quand t'associes les deux, la caméra devient aussi folle que son personnage. Autre exemple avec ce travelling avant accompagné par une contre-plongée sur Ace, tout ça pour accentuer la grandeur de son personnage. Et pour filmer la mort de Ginger, la caméra plonge et débule pour accompagner littéralement sa chute. Ça permet de renforcer l'aspect pitoyable de sa mort. En gros, Scorsese ne recule devant rien pour imposer son point de vue. Mais pour ne pas que le film ce ne soit que de la voix off avec des mouvements de caméra qui partent dans tous les sens, Scorsese nous laisse respirer avec des scènes de dialogue. Et il va en profiter pour poser son cadre, car la majeure partie de ces scènes de dialogue ont un découpage très simple, un chant et un contre-chant. Alors attention, quand je dis simple, ce n'est pas du tout de façon péjorative, au contraire. Parce que l'intention de Scorsese avec ça, c'est de pouvoir se reposer en grande partie sur le jeu de ses acteurs. Comme la caméra est fixe, les comédiens ont un espace bien défini où ils peuvent improviser leur confrontation sans sortir du cadre. Par exemple, admettons que je veuille aller au resto et que ce resto se trouve comme par hasard dans le casino. J'ai envie d'un de mes sandwichs préférés. Tu peux pas. Tu peux même pas mettre un pied dans le parking. C'est pas de la rigolade, cette histoire. You don't always get two actors that work so well in improvisation as Pesci and De Niro. Scorsese they always know they have to start in one place and end with one line. And they just, I don't know, there's just something magical about the way the two of them feed off each other. Alors, bien évidemment, toutes ces scènes de dialogue ne sont pas que des chants contre chants. Certaines d'entre elles sont travaillées pour accentuer le rapport entre les personnages. Je vous donne un exemple. Dans cette scène, Ace essaye de convaincre sa femme qu'elle peut être heureuse avec lui. Mais celle-ci ne l'aime pas. Pour montrer que l'emprise de Ace ne marche pas sur elle, regardez bien ce qui se passe, c'est énorme. Les deux personnages sont filmés dans le même plan. Et même si physiquement Ace est au-dessus de sa femme, à l'image, il est face à elle, et donc, il ne prend pas le dessus. Délicieux. Ok, donc si on résume grossièrement le découpage de Scorsese, ça repose en grande partie sur des plans d'illustration ultra rythmés, avec une caméra presque tout le temps en mouvement. Et, d'un autre côté, on a aussi des chants contre chants fixes, pour laisser une liberté totale aux comédiens. Maintenant qu'on en a fini avec la caméra, allons voir un autre aspect fondamental du cinéma, la lumière. Scorsese a fait appel à Robert Richardson, un chef opérateur connu notamment pour le film JFK d'Oliver Stone. C'est un directeur de la photographie qui a pour signature les hautes lumières exposées et les contrastes marqués. Et Scorsese va se servir de cette patte visuelle très singulière pour raconter quelque chose avec sa lumière. Je vous explique. Dans le film, ce qui frappe, c'est qu'il y a une différence nette entre deux mondes. D'un côté, nous avons le monde réel, avec une lumière très réaliste et des couleurs ternes. Et c'est dans ce monde qu'on va suivre les problèmes terre à terre que traversent les personnages. Mais d'un autre côté, on a leur monde professionnel. Et là, la lumière est surréaliste, avec une brillance presque aveuglante. Cette lumière vient traduire visuellement le monde de rêve mais superficiel dans lequel les personnages sont en train de s'enfermer.
Et pour obtenir un tel résultat, Robert Richardson utilise un effet qu'on appelle le bleach bypass. C'est une méthode qui consiste à plonger la pellicule dans un bain chimique après le tournage et qui a pour conséquence de donner cette surbrillance à l'image. Et on va pas se mentir, ça donne surtout un cachet de malade à la photographie du film. D'ailleurs, il y a une utilisation de la lumière intéressante avec les boss de la mafia que j'aimerais vous partager. Au début du film, ils sont éclairés par une lumière en douche très blanche. En un plan, on comprend tout de suite qu'ils sont tout puissants. Mais plus le film avance, plus ils perdront le contrôle, et plus ils seront dans l'ombre. Ça arrive même à un point où les stores coupent la lumière et donnent une ombre comparable à des barreaux de prison. Ce qui annonce de manière subtile le destin tragique de l'empire de la mafia sur les casinos de Vegas. Et allez, juste pour le kiff, je vous parle d'une dernière scène où j'ai un truc à dire sur la lumière et après, promis, je passe à autre chose. Dans cette scène, Nicky vient d'arriver à Las Vegas et expose son plan pour prendre le contrôle de la ville à Ace, qui lui, de son côté, a décidé de la jouer clean depuis qu'elle s'est installée. Pour montrer qu'il y a une confrontation et une différence de point de vue, les lumières de la ville en reflet sur le pare-brise séparent visuellement les personnages. Et vous remarquerez que les reflets sont du côté de Ace, parce que lui, il appartient déjà à Las Vegas. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un autre aspect du film qui a demandé un immense travail. Ce sont les costumes. Et pour ça, je vous présente Rita Rayak, la chef costumière qui avait déjà travaillé avec Scorsese sur Les Affranchis. Ici, elle a fait preuve d'un soin tout particulier pour les costumes de Ace et Ginger. Et Rita Rayak a sapé Ace avec des costards flashy et colorés, ce qui tranche radicalement avec les gangsters autour de lui, qui portent tous des tenues sombres et discrètes. Une façon intéressante de montrer que Ace veut s'affranchir de la Cosa Nostra. Je veux pas m'impliquer dans aucune des chambres dont tu me parles, tu vois. Tout ce que je veux, c'est une affaire régulière, à la cool. Tout ce que je veux, c'est ma licence. Je veux pas de lézard, je veux ma tranquillité. De plus, la couleur de ses costumes reflète son état émotionnel. Comme par exemple, lorsqu'il porte un costume rouge au moment où il pète un câble sur sa femme. Oh, je me menaçais, je te tue sur place. Rentre à la maison, connasse. J'y vais. Parlons maintenant de Ginger. Elle qui évolue dans un milieu masculin est traitée comme un objet de désir. Ses costumes sont brillants, dorés, bref, Ginger est symboliquement l'extension du casino. Mais plus Ginger évoluera dans le film, et plus Rita Rayak travaillera ses costumes en traitant le personnage comme une prédatrice. We use a lot of leather on her because it was very much of the period, and it's also it's an organic fabric. It's an animal fabric. Frank Rosenthal had said to me, had called Ginger, I remember her saying she could charm a snake. And I think we did use the snake as a metaphor. Et il y a encore un dernier secteur du cinéma dont je me dois de vous parler, ce sont les accessoires. Parce qu'il y a plein de petits détails qui font toute la richesse du film. Bon, déjà, pour bien identifier les personnages, ils ont chacun un accessoire reconnaissable. Une clope au bec pour Ace et un cure-dent pour Nicky. Ginger, on pourrait presque dire la cocaïne, mais bon, je m'éloigne. Mais ça reste de l'iconisation, parce qu'on peut aller encore plus loin en narration visuelle. Par exemple, pour se rendre compte de la superficialité du couple de Ace et Ginger, des miroirs sont placés un peu partout pour mettre en avant leurs reflets. C'est un couple basé sur l'image et non sur la sincérité. D'ailleurs, plus le film avance, et plus Ace sera isolé dans la réflexion du miroir, car il est seul à croire encore à leur mariage. Et j'ai un dernier exemple avec cette scène. Dans ce bar, la tension monte petit à petit car quelqu'un est en train d'embrouiller Ace. Nicky, son garde du corps, est juste derrière. Bien évidemment, la scène va finir en bain de sang. Mais pour annoncer ça visuellement, des bougies de couleur rouge sont disséminées un peu partout dans le cadre. Et pour éviter d'être trop frontal, quand Nicky s'acharne pour tuer ce pauvre mec, la victime est placée hors champ. Mais pour mieux nous suggérer l'horreur de la scène, on a un verre de vin bien rouge placé au premier plan. Bref, on va s'arrêter là pour la mise en scène. Vous l'avez compris, tourner un film, c'est un sacré bordel. Et chaque détail compte. Désormais, on en est au stade où l'équipe de Casino vient tout juste de terminer le tournage. Et maintenant que Scorsese a tout donné et qu'il n'a pas dormi depuis des semaines, une nouvelle étape commence pour lui. Celle qu'on appelle la troisième écriture du film, la post-production. Alors le montage, c'est peut-être ma partie préférée. Parce qu'une fois que tu t'es bien cassé le cul à gérer des centaines d'imprévus, c'est le moment où tu te retrouves au calme, devant ton ordinateur, avec pour seule préoccupation, savoir si ce que tu avais imaginé fonctionne. Concrètement, c'est le moment où ton film prend vie.
Et pour l'aider dans cette tâche, Scorsese fait appel à sa monteuse historique, celle avec qui il avait remporté un Oscar du meilleur montage pour Raging Bull. J'ai nommé Thelma Schoonmaker. Thank you very much. I'm very proud to have this. Alors le premier truc qu'il faut savoir, c'est que pour eux, Casino, c'est une collaboration un peu particulière. C'est la première fois qu'ils vont scanner les pellicules afin de faire le montage sur logiciel informatique. Et ça change beaucoup de choses. Parce qu'auparavant, les montages se faisaient directement sur la pellicule. C'est-à-dire qu'on tirait une copie des bobines originales pour que la monteuse puisse faire son assemblage. Mais si l'assemblage n'allait pas, il fallait tout découper pour recommencer. Ce qui était plutôt contraignant. It was the first time that I had ever used digital editing. It was very useful for experimentation, that I would think nothing of ripping into a scene and trying another version of it. I would just make a copy of my edit. And that freed me up a lot. It was very interesting how that freed up experimentation. Vous l'aurez compris, monter sur ordinateur, ça permet d'être plus précis dans son montage. Parce que tu peux faire et défaire à l'infini, tout en conservant les anciennes versions. Et franchement, suffit de comparer le montage de Casino à son grand frère Les Affranchis pour sentir la différence de rythme. Bon allez, c'est parti. Commençons par étudier comment Scorsese introduit son film. Parce que dès l'intro, tu dois accrocher ton spectateur. On commence avec un petit plan séquence de Ace qui rejoint sa voiture. Pendant qu'il marche, on introduit la voix off. Quand on aime quelqu'un, il faut lui faire confiance. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Voilà, comme ça tu sais que le film va être narré de cette façon, et quand la voix off reviendra au fur et à mesure du récit, tu ne te poseras pas de questions. Puis, la séquence se termine avec l'explosion qui est censée tuer Ace. Cet événement te pose dès le début les enjeux. En gros, tu sais que l'histoire va finir mal. Ah, c'est génial. Maintenant, tout l'intérêt du film, c'est de savoir comment. Et on enchaîne sur un générique tout aussi intéressant à analyser, car il est tout simplement une métaphore du film. La silhouette de Ace qui chute dans les flammes de l'enfer laisse progressivement place au néon des casinos, qui représente l'aveuglement. Plutôt cool. Rien n'a été laissé au hasard, pas même la musique. The use of the Bach music, the St. Matthew Passion, which is over the top. And originally the film was going to open with the music I use at the end, the Animals version of House of the Rising Sun. And I thought it would be more interesting to blast it and have the sense of the music that is sacred music, which is the soundtrack for a story about people who are profane. Bon, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Et la première difficulté de cette post-production, c'est la voix off. Parce que même si elle a été écrite en grande partie en amont, il a fallu pas mal de retouches pour la rendre parfaite. We probably had to say a little more in voiceover than we thought. And so that became a big part of making the movie, was writing, rewriting the voiceover to get it just right. But it's filled with such flavor, you know, particularly Joe Pesci's lines they're so surprising. I mean, the way he describes things, it just is kind of like a slap in the face. Putain, ils avaient tellement de pognon là-dedans que t'aurais pu bâtir une maison en mur de billets de $100. Et pour habiller cette voix off, Thelma et Marty nous ont déroulé tout leur savoir-faire. On y retrouve tous les petits gimmicks de montage qui font l'identité des films de Scorsese. Par exemple, les flashs d'appareil photo qui servent de transition. C'est un effet qu'ils avaient déjà exploité dans le combat de Raging Bull. On y trouve aussi des arrêts sur image sur des éléments importants de l'intrigue. Il y a également un super montage métrique qui a pour objectif de mettre en exergue comment les jetons de casino deviennent automatiquement des billets de banque. Le casino avait jamais vu autant de fric. Les boss, ils avaient les doigts de pied en éventail. Et enfin, on peut noter des raccords dans le mouvement qui ont pour objectif de lier deux séquences qui n'ont pourtant pas d'unité de lieu ni de temps. Illustration ici avec Ginger qui marche vers la droite du cadre. On la retrouve sur le plan d'après dans le même mouvement, ce qui donne une illusion de continuité. Alors qu'en réalité, les deux actions n'ont pas du tout lieu au même moment. J'ai fait une ou deux parties en chemin. Bon alors, même si je vous parle de montage là depuis tout à l'heure, ayez quand même bien en tête que pour arriver à un tel résultat, il faut l'avoir anticipé. The structure of them was already thought out by him. One example I use sometimes because it's the easiest to understand is when he has the montage where he shows how everybody's watching everybody. They were all swish pans, and all I had to do was cut off the end of it, stick it together, and it worked beautifully. So that's really good directing when you're thinking like that and imagining a whole sequence and then carrying it out beautifully. Bon, vous l'aurez compris, on est sur du haut niveau. Mais même si ton réalisateur c'est Scorsese, le montage amène systématiquement son lot de surprises.
car il y a toujours des éléments que tu n'avais pas prévus. Je vous donne un exemple que j'adore. Il y a un plan séquence au début du film qui nous montre comment un type venu de nulle part détourne les fonds pour le compte de la mafia. Tous les gars de la salle des comptes avaient été implantés exprès pour pomper les bénéfices. Et bien cette séquence à la base, elle était au milieu du film. Mais au montage, ils ont pris conscience qu'au début du film, les spectateurs ne ressentaient pas forcément la corruption qui régnait dans les salles de jeu. Ils ont donc déplacé cette séquence pour la mettre dans les 5 premières minutes, afin que l'ombre de la mafia plane sur toute la présentation des casinos. Un détail à la con, mais qui modifie totalement la perception de ton film. Brillant. Bon boulot, mio figlio, continue. Et enfin, pour parachever l'immersion, Scorsese a habillé son film avec des musiques que tu pouvais trouver dans les jukebox de l'époque. Et quel dommage qu'on n'ait pas les droits, parce que nous aussi on aurait kiffé faire notre montage avec. Donc pour résumer, entre jump cut, arrêt sur image ou ralenti, on a un style de montage très particulier signé Thelma Schoonmaker qui va inspirer beaucoup de réalisateurs par la suite. There's a certain roughness and crudity sometimes in transitions and things. There's a kind of jagged, nervous, strange lack of finessing transitions. So transitions don't happen smoothly. Voilà, on vient de passer en revue toutes les phases de production du long métrage. Évidemment, on n'a pas pu tout citer. Alors je vous invite vous aussi à revoir le film pour chercher toutes les méthodes que Scorsese utilise pour narrer au mieux son histoire. Désormais, nous sommes le 22 novembre 1995 et Scorsese sort son film de 3 heures en salle. Mais la sortie d'un long métrage, c'est l'instant le plus stressant. C'est le moment où le réalisateur ne peut plus rien faire, qu'il est seul dans l'arène, face au public, et il peut juste prier pour que son film fonctionne. Ok, le film est rentable. Avec 116 millions de dollars de recettes à l'international, le long métrage rembourse 2 fois son budget. Et il bat un record pour l'époque avec 422 fois le mot. Fuck you. Fuck the fucking fuckers. Fuck you. Fucker. Malgré tout, le film choque par sa violence, que certains jugent excessive, voire gratuite. Et si on se penche sur les sites de notation en ligne, aujourd'hui encore, même si Casino est très apprécié, le chouchou dans le cœur des gens, ça reste Les Affranchis. Les Affranchis, bon bah voilà, je sais pas, je pense que c'est le meilleur film de Scorsese. Je le trouve plus rock, plus punk, peut-être moins abouti, mais plus viscéral que Casino. Pourtant, Casino ne démérite pas. Comme on l'a vu tout au long de cette chronique, le film est d'une précision redoutable. Et il mérite très certainement une place de choix parmi l'une des filmographies les plus spectaculaires. Casino, c'est un film jusqu'au boutiste, surtout dans sa quête de réalisme. J'étais tellement bon qu'on m'a donné le paradis sur Terre. Que ce soit dans sa forme, car ils sont allés jusqu'à Vegas, filmer dans un vrai casino. Et qu'est-ce que je fous ici à ton avis? J'essaye de gagner ma croûte. Allant même jusqu'à mettre en scène les vrais croupiers de Las Vegas. Ton roi de chair, tu te le prends et tu peux te l'enfoncer dans le cul. Ou encore en laissant ses acteurs improviser des lignes de dialogue légendaires. Fous-toi bien ça dans la tronche en fur de youpan de mes fesses. Si tu existes ici, c'est grâce à moi. Mais il est surtout réaliste dans son fond. Je me suis aperçu que je voulais pas lui donner l'argent parce que si je lui donnais, je savais que je ne la reverrais pas. Parce que ce film, il veut te transmettre quelque chose. Il veut te délivrer un message. Quand on aime quelqu'un, il faut lui faire confiance. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Sinon, où est l'intérêt? En te montrant la bassesse d'âme de ces personnages, il s'impose comme le témoignage d'une époque, d'une ville dont les habitants et leur cupidité ont causé sa destruction. C'est dans le désert que tout un tas de problèmes de la ville se règlent. Il y a des tas de trous dans le désert et des tas de problèmes enterrés dans ces trous. Pour conclure, cette œuvre est une fresque titanesque qui, sous couvert de grand divertissement, fait écho à un mythe. Putain, mais si tu l'avais bouclé, espèce de connasse. Oh, et puis merde, va chier. J'aurais jamais dû me laisser en parler. Dans Casino, le Vegas des années 70 s'impose à jamais comme le théâtre à ciel ouvert d'une Babylone moderne.